Il était l'homme le plus puissant de Rome. Et ses amis l'attendaient avec des poignards. Son nom, Jules César. Un général de génie, un politicien redoutable, un homme adoré par le peuple mais détesté par ceux qui pensaient qu'il voulait devenir roi. À cette époque, Rome n'est pas encore un empire. C'est une république. En théorie, le pouvoir appartient au Sénat et au peuple romain. Mais en réalité, Rome est divisée. Les grandes familles se battent pour le pouvoir, les généraux deviennent trop puissants et les armées obéissent parfois davantage à leur chef qu'à la République. Dans ce monde brutal, César comprend très vite une chose, pour survivre, il faut être aimé, craint et surtout respecté. Il vient d'une famille noble, mais il n'est pas l'homme le plus riche de Rome. Alors il construit sa popularité. Il parle bien. Il organise des jeux. Il se montre généreux avec le peuple. Il dépense énormément pour se faire connaître. Pour certains, il est imprudent. Pour d'autres, il prépare déjà son ascension. Puis César s'allie avec deux hommes très puissants, Pompée, un grand général, et Crassus, l'un des hommes les plus riches de Rome. À eux trois, ils contrôlent une grande partie de la politique romaine. C'est le premier triumvirat. Grâce à cette alliance, César obtient le commandement de la Gaule. Et c'est là que sa légende commence vraiment. Pendant plusieurs années, il y mène des campagnes militaires impressionnantes. Il affronte des peuples gaulois puissants. Il traverse des fleuves. Il assiège des villes. Il avance vite, frappe fort et ne laisse presque aucun répit à ses ennemis. Mais César n'est pas seulement un soldat. C'est aussi un maître de la communication. Il écrit lui-même le récit de ses victoires. À Rome, le peuple lit ses exploits. Son prestige grandit. Ses soldats l'adorent. Ses ennemis commencent à trembler. Puis arrive son plus grand défi en Gaule, Vercingétorix. Ce chef gaulois réussit à unir plusieurs peuples contre Rome. Le combat décisif a lieu à Alésia. Vercingétorix est retranché dans une forteresse. César fait construire d'immenses fortifications autour de la ville pour l'empêcher de sortir. Mais une armée gauloise arrive de l'extérieur pour sauver Vercingétorix. César se retrouve pris entre deux ennemis, ceux enfermés dans Alésia et ceux qui l'attaquent de l'extérieur. Pour beaucoup, il est piégé. Mais César tient bon. Il résiste. Et finalement, Vercingétorix se rend. La Gaule tombe. César devient l'un des plus grands généraux de l'histoire romaine. Mais la Rome, cette victoire inquiète. Car César possède maintenant quelque chose de très dangereux, une armée fidèle, une gloire immense et l'amour du peuple. Le Sénat lui demande alors de déposer son commandement et de rentrer à Rome sans son armée. César sait ce que cela signifie. S'il obéit, ses ennemis pourront le juger, l'humilier, peut-être même le détruire. Alors il prend une décision qui va changer l'histoire. En 49 avant Jésus-Christ, il arrive devant le Rubicon. Ce petit fleuve marque une limite symbolique. Un général romain n'a pas le droit de le franchir avec son armée. Le faire, c'est déclarer la guerre à Rome. Césarite. Puis il avance. Selon la tradition, il aurait prononcé cette phrase célèbre. Le sort en est jeté. À cet instant, il n'y a plus de retour possible. La guerre civile commence. Face à lui, il y a Pompée, son ancien allié, devenu son ennemi. César avance rapidement. Il prend Rome. Puis il poursuit Pompée jusqu'en Grèce. Les deux hommes s'affrontent à Pharsale. Pompée a plus d'hommes. Et César a une meilleure stratégie. Il gagne. Pompée fuit en Égypte, où il est assassiné. Quand César arrive, on lui présente la tête de son rival. Mais César ne se réjouit pas. Pompée avait été son allié, et même un membre de sa famille par alliance. César reste ensuite en Égypte. Là, il rencontre Cléopâtre. Elle veut reprendre le pouvoir, lui veut sécuriser l'Égypte. Leur alliance devient politique puis personnelle. César aide Cléopâtre à s'imposer. Mais pendant ce temps, son propre pouvoir à Rome devient immense. Quand il revient, il est nommé dictateur, puis dictateur à vie. Pour ses partisans,
César est l'homme qui peut sauver Rome du chaos. Il réforme le calendrier. Il donne des terres à ses vétérans. Il lance de grands travaux. Il veut remettre de l'ordre dans une république affaiblie. Mais pour ses ennemis, César devient trop puissant. À Rome, le mot roi fait peur. Les Romains détestent l'idée d'être gouvernés par un seul homme. Et César concentre de plus en plus de pouvoir entre ses mains. Des statues sont élevées en son honneur. On lui donne des titres exceptionnels. Certains commencent à penser qu'il veut devenir roi. Alors un complot se forme. Parmi les conjurés, il y a Cassius et surtout Brutus. Brutus n'est pas un simple ennemi. César le connaît, il lui a pardonné. Il l'a protégé. Il lui a fait confiance. Mais Brutus pense peut-être agir pour sauver la République. Les conspirateurs choisissent une date, le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Les ides de mars. Ce jour-là, César se rend au Sénat. Selon les récits, plusieurs signes annoncent le danger. Sa femme aurait fait un cauchemar. Des avertissements auraient été donnés, mais César y va quand même. Peut-être par ordre. Peut-être parce qu'il refuse de montrer sa peur. Peut-être parce qu'il se croit intouchable. Quand il arrive, les conjurés l'entourent. Ils font semblant de lui présenter une demande. Puis l'un d'eux tire sa toge. C'est le signal. Les poignards sortent. César est frappé une première fois, puis une deuxième, puis encore. Il comprend que ce n'est pas une attaque isolée, c'est une trahison collective. Selon la tradition, il aperçoit Brutus parmi ses assassins, et il aurait prononcé « Toi aussi, mon fils ». Puis César s'effondre. L'homme qui avait vaincu la Gaule, l'homme qui avait franchi le Rubicon, l'homme qui avait dominé Rome, meurt assassiné par ceux qui prétendaient sauver la République. Mais les assassins ont commis une erreur. Ils pensaient que le peuple allait les applaudir. Ils pensaient que Rome allait retrouver sa liberté. Mais le peuple aimait César. Et sa mort provoque un choc immense. Marc-Antoine, son allié, retourne l'opinion contre les meurtriers. Les conspirateurs doivent fuir. Rome replonge dans la guerre civile. Et de ce chaos émerge Octave, le fils adoptif de César. Quelques années plus tard, Octave devient Auguste, le premier empereur romain. Ironie tragique, les assassins ont tué César pour empêcher Rome d'être dirigée par un seul homme. Mais leur geste a accéléré la fin de la République et ouvert la voie à l'Empire romain. Alors, Jules César voulait-il sauver Rome? Ou voulait-il tout contrôler? Était-il un héros, un tyran, ou les deux à la fois? Ce qui est sûr, c'est que son nom n'a jamais disparu. Plus de 2000 ans après sa mort, on raconte encore son histoire. Celle d'un homme devenu trop puissant, d'un général adoré par ses soldats, d'un politicien craint par ses ennemis, et d'un chef assassiné au cœur même de Rome. Il voulait sauver la République, mais la République l'a poignardé.